Ce soir, le thème de la conférence, c'est mes conseils de psy pour trouver l'amour à notre époque. Aujourd'hui, en ce moment, dans cette période qui est mouvante au niveau des relations amoureuses, qui se complexifie. Mais voilà, les avantages et les inconvénients, on verra. Mais l'idée, c'était de vous donner un peu ma vision de qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile et comment moi, je vois les choses. Pour que vous puissiez vous orienter et moins vous planter ou vous donner des facilités ou des pistes pour mieux aborder et puis faire éventuellement des rencontres qui sont un peu plus harmonieuses que certains. Alors, donc, la question que j'ai posée à mon groupe, là, qui est devant moi, c'est, à leur avis, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui pour trouver l'amour? Trouver l'amour dans le sens faire couple, hein, puisque je suis quand même dans les histoires de couple, de relations amoureuses. Parce que l'amour, c'est vaste. On pourrait imaginer trouver l'amour de manière élargie. Hein, voilà. Et là, je suis plutôt orientée sur trouver l'amour, l'histoire d'amour, la love affair. Voilà. Donc, je vais partir de ce qu'ils ont trouvé quand même. Donc, qui c'est qui veut dire en quoi c'est compliqué? Moi, j'ai des idées, mais c'est bien qu'on parte de vous. En quoi c'est compliqué de trouver l'amour aujourd'hui? De faire des rencontres plutôt stables. Je vous fais passer le micro, là. C'est des idées que vous avez eues au hasard. J'arrive. Alors, nous, on avait pensé surtout au manque de contact et de communication. Le manque de contact au sens où... hors réseau, hors... ah oui, les facilités de se rencontrer, hormis les sites de rencontres et les réseaux sociaux, c'est voilà. ça? Oui, c'est ça. C'est vrai, il y a une habituation, il y a des mentalités qui changent et on voit que l'habitude, c'est de se dire je vais d'abord expérimenter le site de rencontre et peut-être, si j'ai le temps, je vais aller dans les sorties, les loisirs, ce qu'on faisait naturellement, ce qu'on appelle les rencontres naturelles. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Oui. Ok, je vais prendre d'autres idées, mais oui, ces histoires de sites de rencontres, ça a fait changer Nous, les c'était données. la même chose, c'est les rencontres naturelles. On a l'impression que ça se passe beaucoup sur les réseaux et que c'est un peu le désert autour du coup. Ok, d'autres idées? Qu'est-ce qui est compliqué pour trouver l'amour? Qu'est-ce qui est compliqué, c'est au final, c'est qu'il y a beaucoup d'outils aussi, et on est un peu perdu par la complexité du potentiel qu'il y a, si je puis dire, avec nos limites qu'on s'est fixées soi-même par rapport à la personne qu'on recherche. Là, tu parles des sites de rencontres ou de quoi d'autre? Un peu de tout, mais outils, un peu des outils, donc des sites de rencontres, oui, et par rapport aux limites qu'on s'est fixées, par rapport à la personne. Par rapport à notre expérience passée, par rapport à ce qu'on veut plus ou ce qu'on veut encore. Donc c'est les limites des sites de rencontres, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas si... Oui, ce qu'on disait, c'est qu'à la limite, aujourd'hui, rencontrer du monde, c'est plutôt, on a des outils, il y a des sorties, il y a tout ce qu'il faut. Mais par contre, la difficulté, c'est après d'enchaîner sur une vraie relation. C'est l'engagement qui est un peu moins présent aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on nous, on a, entre autres. Les difficultés, la peur de s'engager, voilà. Ce qui est quand même effectivement quelque chose qui est assez présent dans les mentalités du jour. D'autres idées sur qu'est-ce qui est compliqué pour trouver l'amour? Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, en fait, les exigences que l'on pose à l'autre, dont on veut qu'il satisfasse nos besoins. Tous nos besoins, pas simplement nos besoins, tous nos besoins. Et c'est difficile, je trouve, de trouver quelqu'un qui nous corresponde en tout point. Mais on nous vend tellement l'âme sœur que quelque part, on est à la recherche de cet idéal. Et des fois, on s'illusionne. Ok. Merci, bonne idée. Encore un autre truc ou c'est bon, ou ça va venir peut-être Je vais déjà rebondir sur ce que vous avez dit. Hein. Donc là, on est plutôt dans l'histoire des sites, là, donc de comment rencontrer aujourd'hui dans les mentalités. Ça a beaucoup changé hein, quand même. C'est quand même une affaire de 5-10 ans. Là. 10 ans avant, on avait tendance quand même encore, je ne sais pas si vous vous souvenez, à rencontrer plutôt naturellement. Il y avait le démarrage des sites de rencontres,
Mais bon, ce n'était pas la panacée, quoi. Ce n'était pas l'idée d'aller rencontrer un site de rencontre. Alors que maintenant, la première idée qui vient, vous avez vu, c'est les sites de rencontre. Et après le reste. Donc ça devient majoritaire. Effectivement, comme vous l'avez dit, les sites de rencontre, ça a des avantages et des inconvénients puisque c'est un outil. Donc un outil, c'est pas tout puissant, hein, c'est pas miraculeux. Et il y a des inconvénients effectivement à cet outil. Mais je vais peut-être pas. Si je me demandais si je. Oui, je peux en parler maintenant. Les inconvénients que vous avez vus, c'était quoi déjà? C'était que c'est pas naturel, c'est ça, c'est antinaturel. Bah oui, c'est. Oui, c'est genre panier, quoi. C'est hop, 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 c'est le défilement. Oui, c'est sûr. D'abord, c'est pas, on vit pas la même chose. Vous l'avez remarqué, quand on rencontre naturellement quelqu'un au cours d'une soirée ou je sais pas quoi, on va pas aborder de la même manière quelqu'un que sur un site de rencontre où on est dans un objectif de rencontrer quelqu'un pour faire affaire, en fait. Donc c'est pas alors qu'on rencontre naturellement, on n'a pas l'idée en tête qu'on va faire affaire. On a l'idée tiens il nous plaît, on va commencer à causer et puis plus c'est affinité, mais c'est pas parti pour. Il n'y a pas l'objectif. Donc déjà ça joue pour beaucoup. Donc ça met une espèce de pression de réussite en fait sur les sites de rencontre, d'atteindre un objectif que je cherche. Il y a une démarche de je cherche, je suis en quête. Sur un plan naturel, on n'a pas l'intention, on a l'intention d'aller faire une activité, machin, mais on ne se dit pas je vais aller rencontrer, c'est je veux rencontrer. Bon, en général, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, il y a les infos de visu qui ne sont pas les mêmes que sur les sites de rencontres, où vraiment il y a le côté, comment ils appellent ça, swipe, le scrolling, voilà, et oh là, celui-là, donc c'est beaucoup sur des signes. C'est beaucoup les algorithmes, c'est beaucoup l'image que vous avez, l'image de votre physique, et puis pas que, comment vous avez mis en place un texte qui passe bien, enfin bon. Donc, c'est quand même super artificiel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me témoignent ça, qui me disent, mais moi, je rencontre plus naturellement, alors que c'était tellement mieux, et que les sites de rencontres, ils ont quand même une mauvaise réputation, même s'il y en a qui se rencontrent par les sites de rencontres, manifestement, ils n'ont pas une très très bonne réputation. Il y a beaucoup de gens qui sont fort déçus. Et qui disent oui, bof, voilà, ça c'est pas forcément terrifique, avec la loi de l'abondance, avec le fait qu'il y a tellement d'abondance que vous savez, on ne sait plus quoi choisir, là, on n'arrive plus à choisir quelqu'un, tellement on ne peut pas renoncer. Vas-y, tu peux passer le micro, quelqu'un qui veut parler, j'ai trouvé le micro, voilà. Oui. Eh bien, juste pour vous dire, excusez-moi d'ailleurs, je suis arrivé un peu tard. Bon, pas grave. Juste pour vous dire que le problème de ces sites aussi, c'est que la plupart des filles qui sont jolies sont des professionnels. Alors, peut-être pas à toutes, 80%. Ah oui, il y a aussi les fakes, les histoires même hommes ou femmes, mais ça c'est les histoires d'algorithmes qui vous proposent des robots, je sais pas quoi. Bon, donc voilà, c'est un outil, c'est pas miraculeux, hein, ça reste un outil, une stratégie. Mais quand même, interrogez-vous, puisque vous vous plaignez des sites de rencontres, mais que tout le monde le fait. C'est quand même curieux le truc. Tout le monde se dit les sites de rencontres, c'est pas très naturel, mais pourquoi vous prenez pas la responsabilité de vous mettre en mouvement pour aller rencontrer naturellement, c'est-à-dire voilà, dans des conférences, dans des n'importe quoi. Souvent, on rencontre dans les activités qu'on fait. Hein. Voilà. La plupart des rencontres se font encore aujourd'hui, les rencontres amoureuses, sur les lieux de travail. Il y a loisir, lieu de travail, et après, site de rencontre, c'est pas le premier truc. Hein, quand on travaille plus. Eh ben oui, alors après, quand vous travaillez plus, c'est les loisirs, les sorties entre amis, faire savoir à mes amis, est-ce que je suis célibataire, bon bref. Donc ça fait partie de la stratégie site de rencontre qui a des avantages et pas mal d'inconvénients. J'avais aussi été interviewée la semaine dernière par une journaliste sur ces histoires de sites de rencontre qui me disait que comme tout le monde y va, voilà, la plupart des gens qui veulent rencontrer, ils sont sites de rencontre. Et ils y avaient, alors ça c'est pour une information, vous ne l'avez peut-être pas, il y a des groupes d'entraide, par exemple beaucoup chez les femmes, qui se mettent à produire des groupes d'entraide
pour témoigner des hommes qui sont sur les sites de rencontres et dire celui-là, bonne note, l'autre, mauvaise note, celui-là, attention, je l'ai testé, pas bon, celui-là, vénal, celui-là, love bombing, celui-là, machin. Bon, alors, c'est plus, ben oui, pour vous dire jusqu'où ça va, les histoires de sites de rencontres, tellement c'est devenu l'outil phare, en fait, pour rencontrer, que maintenant, on arrive à avoir des trucs comme ça qui n'existaient nulle part. Attends, avant, on n'avait pas... Alors, la copine, est-ce que tu en penses? Tu l'as testé, mon mec? Non, bon, on n'avait pas ça avant, tu vois. Non, c'est vrai. On voit apparaître des... Mais ça, c'est des artefacts, en fait. C'est des annexes secondaires. C'est curieux, quand même, de voir jusqu'où ça va. Et puis après, il y a des questions juridiques. Est-ce qu'ils ont le droit, voilà, parce que c'est un groupe sauvage, hein, personne, ils ne se sont pas déclarés, donc qui a le droit de parler de moi derrière mon dos alors que je ne suis même pas au courant, enfin, des trucs comme ça. Donc ça fait des histoires quand même, ces histoires de sites de rencontres. On ne se rend pas compte, parce que comme tout le monde y va, dès qu'il y a des gens qui veulent rencontrer, c'est majoritaire et ça peut être... pas forcément terrifique de rencontrer sur site de rencontre, même si certains se rencontrent quand même là-dessus, parce qu'un outil, ça reste un outil. Voilà. Mais c'est surtout qu'on se vend, et je le répète, et encore puisqu'on est sur les sites de rencontre, ce que je veux dire et redire, c'est que ceux qui y vont, l'intention d'y aller, la démarche même d'y aller, c'est je veux me caler, je veux me caser, je veux rencontrer, pas rencontrer des amis, je veux rencontrer une love affaire, une histoire d'amour, quelqu'un pour, je sais pas quoi, qui s'engage, ou quelqu'un avec qui, moins pour consommer sexuellement, mais plutôt pour, je veux me rencontrer pour une histoire. Voilà. C'est l'intention puisqu'il y a un objectif. Donc forcément, qui vont les plus affamés des célibataires, c'est-à-dire ceux qui sont en plus en contact avec le vide affectif. C'est pas moralisateur, hein. C'est juste de voir de quel endroit ça part, que je vais m'inscrire sur un site de rencontre. Dans quel état interne j'y vais? À partir de quel endroit j'y vais? Et quel est le problème qui se cache derrière? Si j'y vais tranquillou, peinardou, comme si je vais, je sais pas... ouais, à la boulangerie ou dans une soirée, bon voilà, je rencontre pas, ça se fait, c'est light, c'est léger. Mais si j'y vais affamée en mode je vide affectif, là là, comment je vais faire, j'ai plus personne, mon Dieu, je suis desséchée sur pattes, et donc j'y vais en mode je veux rencontrer les sites vite, un site de rencontre, c'est l'hiver, il fait froid, je sors pas, etc. Bon voilà, donc c'est pas cool, c'est pas détendu, puis il y a pas d'option. Et puis après, je me plains que oui, c'est pas naturel. Bah oui, mais bon, il y a aussi une tension à rencontrer quand je vais sur un site. Pas tout le monde, hein, je suis en train de dire, mais regardez, questionnez-vous à partir de quel endroit il ou elle ou vous êtes vous-même sur un site des rencontres. Est-ce que c'est détendu ou est-ce que ça part du vide affectif? Donc après, il y a le vide affectif. C'est pour ça que je fais des formations en ligne souvent là-dessus, parce que après, il y a une avidité. Il y a une énergie d'avidité, d'un petit vampire qui veut... je suis desséchée, je suis en pénurie, il faut que je me vende. Oui, mais c'est pas terrible, j'arrive pas à trouver, mais parce que je cherche avec avidité, en fait. Je suis pas très détendue. Donc, pourquoi pas les sites de rencontres? Mais interrogez-vous quand vous y allez, à partir de quel endroit, à partir de quel endroit la personne fait cette démarche. C'est une question que vous pouvez poser, d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu es pourquoi tu es sur un site de rencontre? Bon, en général, c'est pour faire comme tout le monde, puisque tout le monde y est. Donc, voilà. Hein. Mais pourquoi pas, hein. Je ne suis pas contre, hein. Des fois ça marche, mais c'est surtout avec quelle tension, quelle énergie qui est derrière, vous y allez. Et si vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Donc ça fait partie effectivement des actualités, les sites de rencontres, hein, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. C'est beaucoup la stratégie pour rencontrer. Oui, tu peux faire passer, si tu veux, parfait. Si on est sur les sites de rencontres, d'après vous, combien de temps il faut y rester voilà, si on n'a pas de résultat, au bout de combien de temps il faut se dire, allez, j'arrête et pendant un moment, je fais une pause? Bon, alors là, je sais pas si... ouais, tu veux répondre? Parce que moi... ouais, bon, il n'y a pas de... Pardon. Ça fait marrer. Ça me fait penser aux entretiens de recrutement où des fois je reçois des personnes, je me dis, ils sont suradaptés aux entretiens de recrutement. Oui. Et tout à l'heure, vous avez évoqué un mot, je ne sais plus lequel, citer un mot qui, ça me fait penser à l'absence d'authenticité. Oui. Des fois, je me retrouve dans des rendez-vous et j'ai l'impression que c'est un véritable entretien et que la personne va me donner ce qu'elle pense que j'attends, en fait. Oui. Et du coup, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes merveilleuses que j'ai rencontrées. Qui se vendent.
C'était À chaque incroyable, mais bon, il manquait en fond l'authenticité. Et après, j'ai l'impression que c'est une quête de succession de lune de miel et qu'on ne se rappelle plus de se raconter qu'il n'y a pas que la lune de miel, quoi. Que derrière, il va y avoir des moments compliqués, et complexes merci de le dire, pour parce construire, quoi. Ouais, ça fait partie de... Ça, c'était... je voulais rebondir aussi sur ce qu'il avait dit au début. Hein. Il y avait une intervention qui a été faite où il disait, oui, ben, on a tellement d'attentes idéales sur le couple ici romantique, quoi. Surtout que là, c'est site de rencontre, c'est on va rencontrer... un charmant, le couple charmant, enfin bon, je sais pas quoi. Donc c'est sûr que, les personnes se vendent, elles se vendent sur le site, mais elles se vendent aussi de visu. Hein. Ça fait partie du deal aussi de jouer de la séduction, et vas-y que je me vends. Tu l'as beaucoup moins si tu rencontres quelqu'un inopinément dans une soirée parce que tu n'étais pas parti pour te vendre. Là, tu es parti pour faire un entretien de recrutement. Tu es parti. Oh, putain, j'ai mon date. Donc, il faut que je me vende un peu mieux là, que sur mon 31. Je suis dessus. Et oui, mais ça fait partie aussi ça fait partie des conséquences des trucs de site des rencontres. Ça peut être amusant si tu vas un peu avec du fun. Si tu vas avec une avidité, avec je cherche, oh là là, bah c'est plus fun, quoi, tu vois. C'est sérieux le truc, quoi. Et donc forcément, ça va t'énerver assez rapidement que il ou elle se vende, qu'elle te propose la lune de miel, le prince charmant, Walt Disney. Et tout y quoi dit. Oui, parce qu'il a dit, et c'est très juste, il a dit aujourd'hui, et ça fait partie des actualités, comme le mythe romantique est toujours à l'œuvre et très puissant, beaucoup plus qu'on l'imagine, eh bien, il y a cette histoire de Walt Disney. Il y a toujours ce truc en toile de fond qui est « j'attends ma lune de miel », parce qu'il y a une aspiration profonde à la connexion, et à la connexion parfaite, c'est-à-dire à la plénitude. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent sous-jacent, mais ce n'est pas très conscient, cette attente de la lune de miel, de la fusion en fait. Et des fois, ça marche. De temps en temps, il y a une connexion super top, tu veux dire. Je veux parler du film Ghost, parce que j'ai découvert le mot ghoster. Oui. En fait, Ghost, c'est pas dans la scène d'amour de Ghost où on fait de la poterie, quoi, ensemble, et où il y a une véritable fusion, une symbiose. Oui. J'ai découvert ce mot, ce Ghost, sans avoir échangé. C'est une des difficultés aussi sur les sites de rencontres. Après, ça me semble incontournable. Je n'ai pas connu les sites de rencontres avant le confinement, mais je serais curieux de voir si le confinement, parce que le confinement a changé beaucoup de rapports aux choses, le rapport au travail, le rapport aux institutions, et peut-être le rapport à l'amour et à l'autre. Et je serais curieux de savoir, il devait y avoir un processus, mais est-ce qu'il ne l'a pas accéléré en fait? Je serais curieux de savoir. Si, tous les systèmes de télétravail, de visio, moi je travaillais un peu en visio, moi je travaille beaucoup en visio maintenant, à 90% je suis en visio. Bon voilà, c'est un exemple, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner que la visio, tous les outils, toutes les nouvelles technologies, elles sont vraiment incluses dans nos vies quotidiennes. Ça va passer par les sites de rencontres, ça fait partie des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Je pense que maintenant, tu as l'intelligence artificielle, il va encore y avoir encore autre chose avec l'IA. Tu vas avoir ta lune de miel, ça va être avec ton IA préféré. Donc, ça va encore changer les données. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore là, mais ça va pas tarder, hein, l'histoire. Donc, ça bouge. Hein. Oui, effectivement. Ça encore, puisque regarde, là, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous avez dit majoritairement, si je veux rencontrer, je passe par un site de rencontre. Ce qui était quand même moins vrai il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Passer par un site de rencontre et autre chose. Maintenant, c'est vraiment site de rencontre. Hein. Mais même ceux qui n'ont pas l'habitude, ils passent par les sites de rencontre. Donc, tu vois, c'est vraiment rentrer dans les mentalités. Oui. Je parle assez fort. Attends, je vais la laisser parler parce qu'elle a le micro. C'est par là. Non, c'est par là. Oui, ça marche. Oui, moi, je pense qu'on en revient des sites de rencontre quand on a tenté de pratiquer, parce que c'est hyper chronophage. Ça récolte pas forcément la qualité. Enfin, en tout cas, c'est pas facile. Et le temps qu'on peut passer à faire des filets comme ça, parce qu'en plus de ça, on se fie à une photo de profil en général pour gagner du temps. On fait son tac, 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 tac. Et puis, hop, zut, on en a raté un qui avait quand même une tête qui faisait pas trop peur et tout. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, on en a marre parce que en fait, on voit, mettons à Montpellier, moi j'étais pas à Montpellier avant, mais c'est toujours les mêmes têtes qui apparaissent et bon, ça. Enfin voilà, moi j'ai une vue de avant le Covid.
Moi, je me suis sentie sur un marché à vendre quand j'ai tenté ça, vraiment. Alors, je devenais une petite... Enfin, j'osais pas faire... Enfin, ça m'a bloqué ma spontanéité. L'authenticité, il y en a... C'est compliqué. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que des gens vont échanger là-dessus. Et par contre, au café, etc., ils vont pas oser parler à la personne à côté merci d'eux. de témoigner de ça. Je voulais en parler, ça tombe bien. Donc, j'ai beaucoup de patients et patientes qui ont des difficultés à aborder naturellement. Tu vois, c'est-à-dire cette aisance à aller vers quelqu'un qui te branche, qui te plaît, au moins déjà physiquement, ou parce que le charisme, je sais pas quoi. Donc d'aller vers, tu sais, d'aller aborder, mais genre, tu sais, comme on faisait avant. Avant, c'était, vous habitez chez vos parents tu vois, où tu demandais, oui, bon, vous venez souvent. Alors, je suis obligée de former des fois les personnes en leur disant, voilà, les questions de démarrage, tu vois. Questions de démarrage qui sont les questions bateau pour aller aborder quelqu'un. C'est pas vous habitez chez vos parents, parce que celle-là, on la fait plus, ça fait un peu lourdingue, mais c'est on s'est déjà vu, vous venez souvent ici, vous êtes déjà venu à la Gazette écouter une conférence, Véronique, bon, des questions un peu, voilà, un peu bateau, quoi, histoire d'engager la converse. Mais ça, c'est pas très compliqué normalement à faire. Sauf que quand on a une part de nous qui est inhibée, qui est figée, qui a peur du râteau, parce que c'est ça, il y a une part qui dit « Oh, et si j'irais bien aborder, il a l'air sympathique là-bas, il a l'air mignon là. » Bon. Et en général, ça fait comme ça. Hein. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, bon, voilà. On fait tous plus ou moins ça, c'est le scan, scan attraction. Mais ensuite, il va y avoir une part qui dit, et il y a même des personnes qui me disent « Mais plus la personne me plaît, et moi j'y vais. Ben oui. Je fais genre... oh Et je vais aller aborder celui qui me plaît le moins, par exemple. Tu vois, ou pas. Ou le voisin, ou le... Voilà. Alors que c'est celui-là qui me plaît. Donc, on voit que souvent, je ne dis pas toujours, il y a ceux qui sont à l'aise avec ça, mais il y a une part qui dit « je vais aller vers le gâteau au chocolat » et l'autre qui dit « courage fillon, c'est un gâteau au chocolat préféré, il va me rejeter, donc plutôt que de me prendre un râteau, je repars dans l'autre sens. » D'accord ? Et donc, ça, c'est la partie inhibition qui a été rejetée avant. Ouais. Tu peux lui donner le micro. Moi, je pense juste que ce n'est pas forcément seulement la peur de se prendre un râteau, c'est que, bêtement, quand on est coincé là-dessus, de faire un premier pas vers quelqu'un qui nous intéresse, ce n'est pas nouveau, quoi. On l'a depuis un bout de temps et on le conserve peut-être pour des bénéfices secondaires de ne pas le faire. Parce qu'on peut faire peur, on peut impressionner, etc. Enfin, bon, je parle pour moi. Hein. Mais en tout cas, donc ce n'est pas forcément la peur du râteau, c'est que on n'a pas fonctionné comme ça, on a eu l'attente avant. L'habitude que l'habitude qui viennent vers nous, et du coup on n'a pas l'habitude de faire le premier pas, et on n'a pas envie de faire le premier pas. Mais les hommes avec MeToo, etc., maintenant le mouvement des femmes plus ancien, etc., ils ont peur, eux, de se prendre un râteau, donc ils n'osent pas, donc c'est compliqué. Alors merci de dire ça, justement je voulais en parler, bon ça tombe bien que ça arrive sur le sujet. Donc oui, aujourd'hui, actuellement, on voit, c'est pas la première qui dit ça, il y a plein de femmes qui témoignent de ça. J'avais déjà fait une interview avec une petite jeunette une de mes patientes de 30 ans qui disait exactement la même chose, qui disait oui, mais maintenant, aujourd'hui, même dans les soirées où je vais, tout ça, eux, ils bougent plus, quoi. Ils sont là, ils attendent. Et ils attendent parce qu'ils ont peur de passer pour des méchants. Il faut signer une feuille de consentement. Est-ce que tu es consentant? Tu me signes le papier, sinon j'y vais pas. À plein d'âges différents. Hein. Oui, un fils de 20 ans. Donc, elle me dit, mais là, ils sont mous dans le sens, ils ont peur en fait. Ils sont effrayés à l'idée de déplaire. Ça c'est après le mouvement MeToo, et de se prendre, c'est même pas des râteaux, c'est de passer pour des harceleurs, pour des prédateurs, pour des abuseurs, pour des dragueurs lourdingues, et comme ils n'ont pas envie d'avoir, puis ils sont en respect des femmes la plupart du temps, ils ont peur quoi, donc ils y vont plus. Et les femmes se plaignent. Ouais. Je suis papa d'un ado de 15 ans et ça fait 2-3 ans que je me dis que la pression sociétale sur les garçons est forte, sur les gamins, sur les ados. Il y a des exigences très fortes. On a conservé d'anciennes exigences et aujourd'hui on en conserve d'autres avec des menaces. Avec des menaces, MeToo par exemple est une menace, mais je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Mais je pense que sur eux, la pression sociétale doit être forte. On leur demande beaucoup aux garçons, aux ados en tout cas aujourd'hui, qui seront des adultes. Voilà.
je pense. Parce qu'ils regardent ce qui se passe à la télé, à la presse. Bah oui, ils sont. Oui, il y a une pression sur les. Enfin, il y a des attentes des femmes envers les hommes, ça c'est sûr, pour que ça change. Hein. Donc, il y a du bon aussi là-dedans. Faut pas. Bon, mais c'est vrai que ce qu'on observe, là, on est juste dans les faits. Hein. Dans ce qu'on peut observer, c'est que les femmes se plaignent aujourd'hui que les hommes viennent plus les draguer. Voilà, ils partent plus à l'attaque. Parce qu'ils ont peur de se... C'est même pas du râteau, eux. Ils ont peur vraiment d'avoir une très mauvaise réputation. Et ils veulent être des gentils garçons. Voilà, ils veulent pas être des méchants. Donc du coup, ça crée des problématiques. Alors du coup, ça oblige les femmes, on revient à ce que tu disais, à aller vers... C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'habitude, ils avaient l'habitude de se faire draguer. C'est-à-dire que les hommes, comme au bal des premières, vont vers les femmes. Et là maintenant, c'est elles qui doivent aller vers les hommes qui leur plaisent. Elles doivent plus être proactives. Parce que sinon, ils viennent plus, quoi. Donc ça oblige aussi, ça change les tendances. Après, c'est pas toutes les femmes ni tous les hommes, mais quand même globalement, on voit ce renversement de posture qui avant c'était les hommes qui allaient inviter les femmes pour aller danser dans les bals des premières, hein, et maintenant, les femmes, si elles se manifestent pas, si elles montrent pas qu'elles ont une attraction ici, les hommes ils bougent plus trop, quoi. Ils attendent passivement que les femmes viennent les chercher. Oui, ça interagit beaucoup. Vas-y, tu peux lui passer la... Et bon, ça peut... Après, ça oblige aux femmes à être beaucoup plus proactives en même temps. Et donc, ça sort aussi de l'histoire de la passivité. C'est nous, on attend que les hommes viennent nous faire la cour. Voilà, on fait comme ça. Nanana. J'attendrai. Donc là, elles entendent moins et elles y vont. Donc elles sont plus dans le yang. On demande aux femmes d'être plus dans le yang qu'avant. Et le yang, c'est la partie masculine qui a je vais vers, je décide. Et puis si ça va pas, comme les hommes avant, hein, si ça se passe pas bien, tant pis, j'irai. Tant pis, je me fais rejeter, j'irai ailleurs. Je prends le risque en tout cas. Mais c'est un entraînement. Je voulais terminer avec ça parce que c'est. Je dis souvent, il faut s'entraîner à récupérer le 0,6 à la fin. La semaine dernière, j'avais une participante comme ça, elle était marrante. Elle me disait, moi je vais... c'est mon problème, en fait c'était son problème. C'est-à-dire qu'elle était très sociable, elle avait plein d'amis, plein de gens, elle est maître nageur, donc plein de monde partout. Et puis quand il s'agit de rencontrer un homme qui lui plaît, plus personne au rendez-vous. Il va dire, oh. Et donc, elle n'arrive pas à transposer cette aisance sociale sur le plan de rencontrer, d'aller rencontrer quelqu'un. Et je lui dis, mais c'est un entraînement, parce que tu n'as pas l'habitude. Donc, à un moment donné, c'est comme n'importe quelle pratique. Tu y vas, tu prends le risque du rejet, il faut que tu t'amuses avec ça, ça doit être rigolo, parce que sinon, il faut que tu en fasses un drame. Et le but du jeu, c'est de récupérer le 0,6 ou le 0,7. Tu vois. Voilà. Ça s'appelle chasser, ça. Comme faisaient les hommes avant. Ils cherchaient à récupérer... Le but du jeu, c'est pas de faire une relation amoureuse, c'est de récupérer le téléphone, en fait. Et après, c'est tout. Parce que c'est un entraînement, en fait. C'est comme n'importe quoi que tu n'as pas l'habitude. Au départ, il faut prendre ce qu'on appelle les techniques d'exposition. Il faut s'exposer à la peur du rejet et s'amuser avec ça. Et puis après c'est light. Oui. Après, c'est vrai que les petits exercices, ça peut être bien. Enfin, se les faire à soi-même, c'est important. Et après, pour parler de la différence entre hommes et femmes, après, ça doit concerner aussi les femmes. Mais moi, j'observe beaucoup autour de moi, et c'est quelque chose qui me fait de la peine, en fait. Je vois beaucoup d'hommes seuls, mais seuls depuis longtemps, et qui acceptent, en fait, leur solitude et qui cherchent pas à bouger. Et ah oui. J'ai l'impression que c'est un tellement phénomène ils sont tristes nouveau. Et désespérés. Et oui, beaucoup d'hommes, des jeunes, des hommes plus mûrs. Autour de moi, j'ai pas mal d'hommes célibataires depuis plusieurs années et qui draguent pas et qui rencontrent pas. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène nouveau. Et je trouve ça vraiment moche parce que ils s'isolent et ils sont malheureux. Et est-ce que tu penses que c'est parce que les femmes sont trop exigeantes ou, je pense qu'ils ont peur et que plus le temps passe, plus on se met, mais c'est valable pour les femmes, à manquer de confiance en soi aussi. Oui, c'est vrai ça. Et qu'après, on se renferme sur soi et qu'on s'isole, on se trouve ses petits bonheurs à soi tout seul.
Et bah, c'est un cercle infernal, en fait. Enfin, c'est vrai que la pénurie entraîne la pénurie, bah, oui. l'abondance, Et c'est toujours comment pareil. casser Oui, alors c'est peut-être aux femmes d'aller un peu vers les hommes, un peu les chatouiller aussi, parce que les pauvres, c'est pas évident d'être... Voilà, c'est pour... Oui, c'est vrai que c'est vrai que l'histoire en fait. de l'isolement, c'est avéré. Plus les personnes s'isolent, Oui. et plus elles se convainquent que elles s'arrangent avec ça. Voilà, ils ou manifestent pas qu'ils sont pas bien, mais je me doute bien que au fil Mais les des femmes ans... aussi qui font ça, c'est pas tellement mieux. Oui, Hein. non, Donc tout il y a à quelque fait. chose de l'ordre de l'habituation et de faire avec peu, et de se dire voilà. Alors déjà, s'entraîner, c'est pas forcément vers la rencontre amoureuse, c'est peut-être parce qu'on a besoin, pour être en bonne santé mentale et physique, on a besoin du tissu social, Ben oui. d'un tissu de ce qu'on le appelle perdent, l'engagement social, qui est l'hormone de l'ocytocine, Mm. qui est quelque chose qui Bien va sûr. nous permettre de réguler notre système nerveux, de ne pas se sentir complètement isolé et donc de sentir des aspects dépressifs de nous-mêmes, tu vois. oui. Donc déjà, pas forcément s'orienter sur sortir de l'isolement, ce que je dis souvent, c'est déjà, faire le point, est-ce que j'ai des amis, des confidents, des personnes avec qui je peux avoir envie de sortir et de partager une activité ou un repas ou je sais pas quoi, tu vois, déjà, bon. Et ensuite, prendre confiance là-dedans, et ensuite, pas à pas, tu vois, éventuellement repartir sur les rencontres amoureuses. Mais ça, c'est pas dans un premier temps. Déjà, il faut reprendre confiance en soi et refaire des sorties dans l'engagement social. Ok. Bon, donc, merci de tout ça. De dire tout ça, c'est intéressant. Alors, je vais vous donner mes conseils. Donc les sites de rencontres, vous avez vu, c'est je cherche quelqu'un. Il y a cette recherche, mais souvent les personnes, elles recherchent alors qu'elles n'ont pas, elles se sont pas trouvées elles-mêmes. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai clarifié avant de partir dans la recherche de quelqu'un? Est-ce que j'ai clarifié ce que je veux vraiment au fond? Il y a des personnes qui cherchent pour couvrir le vide affectif ou pour se distraire. Hein. On peut aussi chercher quelqu'un pour se distraire parce qu'on s'ennuie, parce que, je sais pas, on n'a pas assez de distraction, parce qu'on se dit les autres le font et pas moi, des choses comme ça. Et donc, on cherche un peu, par exemple, tu peux aller sur un site de rencontre où tout le monde y va, j'y vais, mais tu ne sais pas vraiment ce que tu fais, ce que tu veux, tu sais pas, tu n'as pas vraiment clarifié. Au fond, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches l'engagement? Est-ce que tu cherches juste des amis, des sex friends? Est-ce que tu cherches de la tendresse? Est-ce que tu cherches de la sexualité? Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu cours après quoi? Voilà. Et donc ça peut être quand même intéressant de se faire un check pour clarifier un peu ses valeurs. Et c'est quoi le couple pour moi? Vous pouvez vous poser la question, hein, même si on te fait des entretiens de rencontre, là, de recrutement. Tu peux dire un petit jeu à qui on pourrait peut-être jouer un petit jeu. Ce serait de dire chacun à son tour, c'est quoi ta vision, peut-être pas du couple parce que c'est pas le couple à la seconde, mais c'est quoi ta vision de la relation amoureuse? C'est quoi ta vision du couple? C'est quoi ta vision du... Voilà, c'est comment tu vois les choses aujourd'hui, quoi. Il y a 30 ans, mais aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça peut être intéressant de se clarifier un peu, mais au fond, qu'est-ce que je cherche et pourquoi je cours après ça. Et souvent, vous allez tomber sur des besoins pas satisfaits ou pas nourris. C'est des besoins, par exemple, j'ai pas assez de tendresse dans ma vie. J'ai un exemple, après je te donne la parole. J'ai une femme qui est devenue mère pour remplir son vide affectif, d'accord? Les enfants partent, elle se retrouve dans le vide. Donc elle cherche l'amour, enfin elle cherche un amoureux, parce que le problème du vide affectif est toujours latent, ça n'a pas été réglé en fait, hein, par exemple. Donc c'est toujours un peu pareil. Oui, tu voulais dire quelque chose? Merci de prendre le micro. On va passer. Ouais, ça marche. Ok. Dans ce que tu as dit, plusieurs choses. Il y a la première chose, c'est sur les besoins. Moi, ça me semble fondamental et je repère une difficulté ou une incapacité chez beaucoup de personnes à se parler des besoins. Et pourtant, c'est fondamental. En premier lieu, je sais, aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce que je veux plus. Âge de mes premiers amours à 14 ans, je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas en fait. Mais avec l'âge, ça se décale, les centres d'intérêt, tout simplement. Et comme c'est présenté aujourd'hui, à 40 ou 50 ans, c'est comme s'il y avait une fracture dans la vie à un moment donné ou quelque chose de terrible qui a été vécu. Alors que non, il me semble qu'on
Enfin, on sait toujours ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, même si ça se décale. Mais après, de façon, ouais, pour moi, fondamentalement, les besoins. Ouais. Je veux ça, je veux pas ça, j'attends ça. Ouais. Les besoins, c'est fondamental. On peut avoir une personne qui dit, voilà, moi j'ai un fort côté solitaire, j'ai besoin d'être seul Ouais, tout à fait. là, ou de me retrouver, ou j'ai besoin de voir mes amis, ma famille, pourquoi pas. Et après, à l'autre de voir s'il est capable de faire des concessions là-dessus, Tout à fait. mais pas de demander à l'autre d'abandonner, quoi, en fait. C'est vrai. Ça, c'est faire vraiment. Tu as raison, c'est ce qu'il disait aussi à un moment donné. Il disait j'attends parfois une personne qui va satisfaire tous mes besoins, mais quand je suis claire, par exemple, sur les modalités de fonctionnement, bon, c'est des remariages ou des. Voilà, j'ai déjà été mariée avec des enfants, tout ça sous le même toit. Là, maintenant, je veux préserver mes espaces de solitude. Donc, je ne me remettrai pas sous le même toit. Mais je me positionne comme ça parce que je sais que j'ai besoin de silence, par exemple. Donc si je suis claire avec moi, plus je me connais, plus je vois mon fonctionnement, moi je suis dans cette histoire de vide affectif, moi j'ai besoin de faire des concessions sur des trucs qui ne me vont pas, qui ne me correspondent pas. Voilà, donc ça c'est important aussi de savoir aujourd'hui qui on est devenu, on n'est pas le même qu'à 14 ans, 20 ans, machin, et donc de se clarifier déjà soi-même sur, et au fond, de quoi on a vraiment besoin dans la relation. On court après quoi? Est-ce que c'est des besoins de tendresse, voilà? Est-ce que c'est juste des bons moments, et pourquoi pas? Je veux dire, en fait, quand c'est assumé, ça va. Quand c'est pas assumé, je vais quand même pas dire à l'autre que je veux passer que des bons moments avec lui. Non, mais enfin, faut pas exagérer quand même. Bon, alors, dès qu'on se raconte des trucs comme ça et que c'est pas vrai et qu'on n'assume pas, on se ment à soi-même et du coup, tôt ou tard, on le paye. Donc, je pense que c'est mieux d'être aligné, ce qu'on dit d'être aligné, c'est-à-dire d'assumer comment on fonctionne aujourd'hui, voilà, nos modalités de fonctionnement, et puis qu'est-ce qu'on a envie de partager avec l'autre, est-ce qu'on a envie de partager des projets, si oui, quel type de projet, est-ce que c'est un projet vacances, un projet maison, un projet pas maison, un projet enfant, si je veux faire un enfant, au moins, voilà, faire un enfant, je vais lui dire, pas peine de tourner en rond sans 7 ans. Donc, qu'est-ce que je projette et qu'est-ce qui me va à moi? Là, ce matin, j'en avais une patiente qui me disait, elle se plaignait. Alors après, on voit les plaintes. Hein. Je me plains à moi, sa psy, mais il faut qu'elle se plaigne à lui, parce que moi, j'y peux rien. Hein. Je lui dis, mais parle-lui en direct. Elle se plaint à moi, elle me dit, mais oui, mais il ne veut pas passer assez de temps avec moi, il vit avec sa sœur, je pense qu'il ne voudra jamais vivre avec moi. Déjà, elle n'en sait rien, elle lui a pas vraiment posé la question. Au début, c'était la lune de miel, il m'a proposé que dans quelques années, non, il ne veut plus habiter avec moi, j'en suis sûre. Je lui dis, mais est-ce que tu as clarifié vraiment avec lui, qu'est-ce qu'il attend de la relation, qu'est-ce que tu attends toi, et toi, qu'est-ce que tu attends de la relation? Parce qu'elle, elle veut vivre avec lui en fait. Mais comme elle voit, ou elle entend, ou elle sent que lui, il a moyennement envie de vivre tout le temps avec elle, du coup, elle se met en choix par défaut. Elle accepte des trucs inacceptables pour elle. Et donc, c'est pas OK. Attends, comment tu le dis? À un moment donné, je vais te... Pas parce qu'ils osent pas, parce qu'ils ont... Mais parce qu'elle a peur de le perdre. Elle a vécu 30 ans. Mais moi, je lui ai demandé. Elle m'a dit, j'ai vécu 30 ans avec l'ancien mari. Là, bon, ça s'est terminé. Mais j'avais des habitudes de vivre avec quelqu'un. Donc moi, ce que j'espère, c'est de ne pas finir seule. Et donc de vivre avec quelqu'un, d'avoir une sécurité affective, d'accord? Et donc, c'est son souhait. Sauf que comme elle n'en parle pas et que l'autre, il n'est pas tellement... manifestement pas si partant que ça... Oui, on n'en sait rien, il faudrait quand même lui poser la question. Hein. Si tu ne lui poses pas la question, tu n'auras pas de réponse. Tu as une réponse à peu près. Donc, pose-lui les points, mets les points sur les i. Ose demander ce que toi te correspond, en disant, voilà, moi, vraiment, ça serait dans l'idéal. Tu peux dire dans l'idéal, et de lui demander, et toi, dans l'idéal. Et puis après, on n'est pas que dans l'idéal, et de lui dire, et tes attentes, c'est quoi aujourd'hui? Comment tu vois tes attentes dans notre relation, si on fait un point? Et moi, qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que tu attends? Et puis après, on peut faire parler sur l'idéal. Tu vois, je lui ai donné 3 questions. Je lui ai dit, écoute, la première question que tu lui poses, tu lui fais parler en général, c'est quoi sa vision du couple pour lui? Et après, toi, tu vas parler de ta vision du couple pour toi. Après, tu descends dans les attentes. Tes attentes de la relation à partir dans ce moment, voilà, de l'actualité, pas d'il y a 4 ans, maintenant, tes attentes et ton idéal. Ça, c'est une autre question. Ton idéal de qu'est-ce que tu aimerais vivre avec lui dans l'idéal. C'est intéressant d'avoir les idéaux, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ça veut dire que ça permet d'entendre que l'autre, il aimerait tellement, nanana, et qu'après, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas? Parce que si l'autre, il dit, voilà, moi, je voudrais vivre toute ma vie avec toi, et tout le temps, et H24, et que l'autre, il se dit, oh putain, j'ai tout mon truc, au moins, c'est bien que ce soit dit. Après, une fois que c'est dit, tu te positionnes.
Tu dis, bon, bah oui, ok, bah non, pas ok, quoi. Donc, mais au moins, c'est dit. Tant que c'est pas clair, ça nage dans les... Après, tu te plains, mais moi, je peux rien, moi. C'est pas moi qui vais négocier le truc. Ouais, tu veux lui passer la... Ouais. Après, il y a une question de... tu peux lui passer... C'est moi, j'ai le micro. Ah, super. C'est une question aussi d'honnêteté de la personne. Alors, moi, je trouve que la gente féminine, parfois, elle est malhonnête. Et je pense que la gente féminine peut dire ça aussi des hommes. Hein, on est, je pense, égalité sur ce point. Mais mes 2 dernières expériences m'ont prouvé que les dames, parfois, sont malhonnêtes. Donc, c'est là-dessus, des fois, qu'on est déçu. Et du coup, on n'a plus envie de s'engager. Et c'est compliqué. Et on avance en reculons. Donc, après, c'est... Voilà. Merci. Tu veux passer la... Alors attends, t'entends pas. Vas-y. Je peux vous réconcilier avec les hommes. J'en connais beaucoup des malhonnêtes. Il y a pas de... Oui, donc ça c'est les femmes et les hommes disent qu'ils rencontrent souvent des manipulateurs, des personnes non authentiques. J'ai fait toute une conférence, je crois, sur la fonction du mensonge que vous pourrez écouter. Pourquoi mentons-nous? Pourquoi avons-nous honte? C'est aussi en lien avec la honte, le mensonge. Hein. Donc c'est intéressant aussi de voir un peu les rouages de ces affaires de manipulation, de ne pas être authentique, même si aujourd'hui il y a une injonction sociétale à devenir authentique, auquel j'adhère, parce que c'est sûr que plus on est vrai, ben, moins il y a plus on se clarifie, en fait, plus on est clair avec soi, avec l'autre, plus on se positionne, plus on est aligné, plus ça simplifie en fait. Ça te va, ça te va pas, est-ce qu'on fait quelque chose ou rien, enfin bon, tu vois, ça simplifie l'affaire. Mais le problème, c'est qu'on tombe dans les histoires d'attachement, et quand on est attaché, on est en général surattaché. C'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre. Et pourquoi on ment en général, ou on n'est pas assez authentique? Parce qu'on veut pas blesser, parce qu'on ne veut pas perdre le lien, parce qu'on est attaché. Attaché. Bon, on n'a plus 20 ans. Hein. Mais d'accord, mais tu me demandes une explication un peu rationnelle de ce pourquoi les uns et les autres ne sont pas en capacité d'être en vérité à 100%. Et comme un livre ouvert, imagine, je dis ce que je pense ce que je dis ce que je pense sans aucun filtre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce qu'on a peur, on est attaché, on a peur de blesser, on a peur de vexer, on a peur de perdre le lien en disant la vérité, etc., etc. Donc, il y a énormément de personnes qui sont inauthentiques et qui vont s'adapter à l'autre par attachement, par peur parce qu'ils l'ont fait avec leurs parents, avec leurs éducateurs, avec leurs profs, avec machin, gna gna gna. Attends, mais si vous parlez, vous prenez le micro. Et justement, ça tombe bien, je voulais parler de l'honnêteté, de comment on peut apprendre à vivre beaucoup plus en vérité. Alors parfois, c'est inconscient. Bah oui, on n'a pas conscience qu'on est malhonnête. Et on n'a pas conscience qu'on est malhonnête parce qu'on se raconte des histoires. Voilà. C'est difficile d'être honnête avec soi-même. C'est déjà complète. Alors oui, alors ça aussi, ça c'est vrai. Des fois, je me raconte moi-même un crack, une grosse histoire. Par exemple, j'en avais une ce matin, elle disait moi, je suis pas jalouse, mais je comprends pas pourquoi. Alors c'était marrant ce truc. Bon, après, on a rigolé. Mais elle me dit, mais au début, elle rigolait pas parce qu'elle était stressée là-dessus. Je supporte pas qu'il ne veuille pas me donner son ordi, le code, tu vois, son ordi et son téléphone, et qu'il me le laisse pas ouvert. Moi, je lui laisse volontiers le mien, mais moi, ça me stresse, je ne comprends pas pourquoi. Et lui, il résiste, en fait, à lui donner... Je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte qu'il peut avoir un sentiment d'intrusion, quand même? Que tu lui demandes, que tu es un peu contrôlante, un peu beaucoup, carrément contrôlante. Genre, et elle ne s'était pas interrogée, elle trouvait ça normal. Elle disait, mais non, c'est normal, moi, j'ai rien à cacher, il n'a rien à cacher. Alors, je dis, mais qu'est-ce que tu imagines de pire qui pourrait se passer si tu découvres quoi? Tu as l'impression qu'il te cache quelque chose. Mais qu'est-ce que tu pourrais imaginer qui pourrait se passer? Il dit, mais moi, je suis pas jaloux. Lui, il disait, t'es jalouse. Non, moi, je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux. Je lui dis, non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Est-ce que si imagine, tu vois qu'il a fait un achat sur Amazon, est-ce que ça te fait quelque chose? Non, ben, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est quoi le problème? Ah oui, le problème, peut-être qu'il pourrait être sur un site de rencontre ou être sur un site porno. Voilà, c'était son truc à elle. Parce que s'en fout s'il était sur Amazon ou tu vois, bon. Donc on voit bien que en fait derrière c'est la jalousie, c'est la peur qu'il lui mente et qu'il y ait une autre nana, parce que s'il y a une autre nana dans le secteur, et ben ça part en rivalité et peut-être qu'elle sera moins bien que la rivale et peut-être qu'il va finir. Bon, ça c'est le schéma abandon. Donc ça, tout ça, et tout ça pour ça. Donc donc c'est intéressant de voir qu'elle était elle était à 2 doigts de le quitter. Hein,
Parce qu'elle ne le supportait plus, parce qu'il ne voulait pas se prendre la tête sur tu ne veux pas me donner ton téléphone ou ton ordi. Je ne comprends pas, c'est insupportable, mais elle ne se remettait pas en question. Donc là, le but du jeu, c'est de se remettre en question. Je me raconte un crack en me disant à moi-même que je ne suis pas du tout jalouse. Je lui dis non, tu es une grosse jalouse, c'est bien de l'assumer. Assume-le, mais c'est pas grave. Tu dis, écoute, j'ai peur de découvrir des trucs, c'est pour ça que moi, ça m'angoisse de ne pas avoir accès à ton ordi, parce que je suis jalouse, et point barre. Après, l'autre, il fait pas. Mais au moins, elle le dit, au lieu de lui dire que c'est de sa faute à lui, c'est quand même mieux de prendre sa responsabilité. Donc, quand on est dans l'honnêteté, on voit les tenants et les aboutissants et on prend sa part de responsabilité. On n'est pas parfait, mais c'est vrai que souvent, il y a des zones aveugles. On ne voit même pas qu'on se raconte des histoires à nous-mêmes. Donc on va blâmer l'autre au lieu de se dire, mais attends, c'est quoi le problème chez moi, au fait Qu'est-ce que je veux absolument? Qu'est-ce qui me fait peur? Parce que notre système nerveux, il est organisé sur le danger. Donc on est toujours en train d'anticiper le pire. C'est les biais catastrophiques. Donc si il ne veut pas me leur dire, c'est parce que c'est catastrophique. Je suis sûre que, peut-être que, bon déjà, j'en sais rien, c'est que des imaginaires. Mais c'est quand même intéressant de voir jusqu'où on va. C'est complexe quand même, parce que l'honnêteté, c'est facile de dire moi je suis honnête et pas toi. Mais dans certains cas de figure, on a du mal à voir qu'on est honnête avec nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas avoir une mauvaise image de nous-mêmes. On a des idéaux. Mais oui. Oui, sauf que c'était pas clair là, tu vois. Ouais, alors, oui, vas-y. Et après, je trouve enfant, on nous a pas trop appris forcément à dire ce qu'on ressentait. En fait, souvent, c'était bien vu de taire et d'être gentil et d'être sage et de faire plaisir à papa, maman. C'est ça. Et après, c'est compliqué quand on est adulte de changer notre manière de... C'est très compliqué. Oui, c'est presque une mission impossible, en fait. C'est possible, mais déjà... C'est pas une question de malhonnêteté, c'est pas qu'on soit honnête ou malhonnête, c'est qu'on fait ce qu'on peut et qu'on est des bébés encore dans notre cœur et que c'est compliqué de faire autrement. Tu te rends compte que là, j'ai presque pris une heure pour aboutir. Oui, je reconnais, c'est moi qui suis jalouse. Donc, mais oui. Alors attends, au début, c'est l'autre, il avait un gros problème. À la fin, oui, j'ai peut-être moins un problème, qui n'est pas grave en soi. Mais tu vois, bon, effectivement, il y a tout le masque de faire plaisir, d'être correct, d'obéir, d'être sympathique, d'être bien dressé, bien éduqué, de ne pas blesser, de ne pas frustrer, d'être une bonne housewife, de te nati, tata, voilà. Et donc, après... Parce que sinon, on se casserait la figure comme les enfants dans la cour de récréation. Ce serait peut-être bien aussi, mais c'est vrai qu'on se contient beaucoup, en fait. Et bien sûr, sûr. Sauf qu'après, ça passe en loose day. Il y a des gens plus naturels que d'autres, mais il y en a qui ont eu vraiment du mal. Il y en a beaucoup qui, comme ils sont attachés dans la relation, il y a un masque. Le masque de l'adaptation, que j'ai appelé la suradaptation. Je te fais plaisir, je fais des compromis, mais je crois que j'en fais pas, tout en croyant, mais je me raconte n'importe quoi. Enfin, je me raconte des histoires. Des fois, on n'en pense pas moins, d'ailleurs. On peut aussi faire le gentil et dans sa tête... En général, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que c'est intéressant, plutôt que de rester avec ça, quand on se voit faire ça. Le conseil que je pourrais donner, c'est de se voir jouer l'hypocrite, là. Tu vois, en mode... J'en pense pas moins, mais je te parle, je te dis comme ça, un petit mot en passant. Maintenant, c'est de mettre de dire avec l'énergie, enfin, d'oser dire, en fait, sortir les choses qui dérangent, oser fâcher, oser contrarier, oser mécontenter, oser déranger, parce que sinon on continue. Oh, mais je te l'ai dit. Comment ça, tu me l'as dit? Voilà. Donc ça se travaille de nouveau, l'authenticité. C'est pas un truc qui est gagné. C'est pas simple. Mais voilà. Mais bon, c'est très compliqué d'être à 100% en vérité. Et après, je suis pas non plus pour la vérité à 100% parce que ça devient un dogme. Et comme n'importe quel dogme, ça devient une dictature. Et donc après, c'est un cauchemar en fait. C'est tous les cauchemars de toutes les tyrannies. En idéaux élevés du style ne pas mentir, jamais, toute la vérité, rien que la vérité, dites le jure, le jure. Oh, putain, j'ai fauté, merde. Oh, j'aurais pas cru. Voilà, alors bon, à un moment donné, toutes ces histoires, faut pas exagérer non plus. Ouais. Oui, pardon. Et puis aussi, des fois, on arrive avec la meilleure volonté du monde, on sait ce qu'on veut, c'est très clair dans notre tête, on rencontre quelqu'un, on dit ce qu'on veut. La personne en face, elle dit ce qu'elle veut, on veut la même chose, mais ensuite, dans la relation, on rencontre des difficultés quand même pour pouvoir respecter en fait ce qu'on veut. Et pourquoi? Justement, ensuite, quand on voit que ça se passe pas comme on veut, et que quand on échange sur nos priorités et sur ce qu'on veut, sur nos besoins, et qu'on réalise qu'on veut les mêmes choses, mais qu'on constate que quand même il y a difficulté à
à vivre la relation en respectant nos besoins. Parce que des fois, il y a un gouffre entre ce qu'on veut et comment après ça se passe concrètement dans la relation. Parce qu'il y a les émotions qui se jouent. Et puis il y a la personnalité de chacun. Oui. Et puis même nous-mêmes, comme on disait, on n'est pas très en clair avec... c'est clair au niveau de nos besoins, mais après dans la pratique, c'est encore une autre dimension. Oui, parce qu'on est... Je ne sais pas comment expliquer. Bon, c'est pas très clair ce que tu dis, mais je vais te le clarifier. Je vais te le traduire. En fait, on est plein de contradictions internes. Il y a une part de nous, il y a plusieurs parts. Il y a une part qui dit « Oh, j'aimerais bien, par exemple, que j'ai des besoins de tendresse à couvrir. » Voilà. Donc, si je vais dans une relation, c'est pour qu'il y ait de la tendresse. J'ai pas envie de tomber sur quelqu'un qui est froid ou qui me met à distance, machin, tout ça. Ok ? Donc, tu es au clair sur ton besoin, par exemple, tu parles là-dedans. Et puis, à un moment donné, tu en as un qui est chouchou, et puis au début, il est chouchou, puis après, il est moins chouchou. Et, et puis, tu te dis, oui, mais bon, j'avais quand même besoin de tendresse au départ, je lui avais dit quand même, j'avais signalé, j'avais dit, Et puis, bon, finalement, mais quand même, je commence à m'attacher. Et donc, j'accepte des trucs qu'il y a une autre part de moi qui commence à accepter des machins qu'au fait, j'avais dit que je n'étais pas prête à accepter, et tati tata. Donc, on n'est pas si clair que ça, c'est ce qu'on... Il y a une part qui veut ça, l'autre part qui est l'autre part qui se dit oui mais enfin quand même n'exagère pas, l'autre part qui se dit oui mais il n'est pas si méchant que ça, il est quand même chouchou, tati tata. Donc bon. Mais c'est une question de curseur parce que par exemple sur l'exemple de la tendresse, si tous les deux on dit oui ma priorité, mon besoin c'est la tendresse, mais chacun met le curseur. Oui, ou sa capacité de tolérer la tendresse jusqu'où je peux. Ben oui, chacun. Alors, mais ça de nouveau, soit ça s'observe dans les faits, hein, en pratiquant, on voit c'est quoi, est-ce que l'autre est câlin, pas câlin, si on est sur la tendresse, mais on peut aussi en parler. Vous avez quand même communiquer, ça veut dire, c'est quoi la tendresse pour moi ? Toujours pareil, quelles sont mes attentes voilà, parce qu'il y a des gens qui ont des doses, effectivement, il y en a qui ont des grosses doses, des besoins de grosses doses, des petites doses, ça leur suffit. Donc tout ça, je pense que c'est des moments de communication avec son partenaire et d'ajustement, parce que sur le même mot, tu vois, chacun il met de sa définition. C'est le vocabulaire commun, la tendresse, oui, on s'imagine la tendresse, bon. Mais il y en a, ça va être simplement me regarder me suffit. Me saute pas dessus, je supporte pas. Par exemple, moi, je supporte pas qu'on me saute dessus toutes les 2 minutes. Par contre, je veux bien quand moi je veux prendre l'autre dans les bras, mais pas toutes les 5 minutes, tu vois. Donc chacun ses curseurs, comme tu le dis, mais au moins le communiquer, c'est bien. Et le communiquer en restant sur son besoin et non pas en disant à l'autre tu n'as pas fait ça. Ah bah tout à fait. Oui, alors ça fait partie aussi des trucs de communication qu'on apprend sans arrêt. Hein. Reprendre sa responsabilité et parler en mode jeu. Voilà, moi, j'aimerais que, j'aurais besoin que. Est-ce que toi, tu peux ou tu peux pas, ou est-ce que qu'est-ce qui serait possible pour toi ou pas. Donc ça fait partie du travail sur la com. Hein. Donc comment rencontrer, c'est aussi avoir appris à communiquer en prenant sa responsabilité en mode jeu. Je ressens, j'ai besoin, Alors ça c'est la com non violente, vous allez apprendre ça. Il l'a un peu dit, mais dans mes conseils, c'est aussi de ne pas attendre que le couple soit la baguette magique. Moi, je vois trop l'attente de la baguette magique. Le couple va me sauver la vie. Pas le partenaire. C'est même pas le partenaire. C'est l'idée que je me fais que le couple va être une baguette magique à mes problèmes existentiels, à mes angoisses, à ma dépression, à ma surcharge de travail, je sais pas quoi, mon ennui, à mes problèmes de famille. Voilà. Donc, je pense que c'est important de mettre en garde sur le fait que le couple, la relation célèbre 2 adultes responsables et pas une quête de sauvetage. Parce que malheureusement, il y a encore trop d'histoires de j'attends le sauveur, la sauveuse, et c'est même pas conscientisé. Donc je rappelle que le couple célèbre 2 personnes qui grandissent ensemble vers un but commun, mais qui se font évoluer l'une l'autre, qui travaillent sur leurs blessures, parce que sinon ils ne sont pas tellement dans leurs bottes, et j'attends le sauveur, et après je vais rentrer dans le triangle persécuteur-sauveur-victime. En général... Quand j'attends que Alors ça aussi, c'est intéressant parce qu'il y a un rêve latent. Et regardez quand vous partez sur vos sites de rencontres ou quand vous rencontrez quelqu'un qui est charmant, est-ce que vous ne repartez pas dans cette fameuse quête du sauveur, qui est l'attente du réparateur, de la réparatrice de vos blessures d'enfance. Alors ça, c'est pas toujours très clair, mais c'est important.
Autre chose aussi que je peux donner comme conseil, si vous voulez vous engager dans une relation un peu stable, d'arrêter de vouloir juste vivre de la passion. Ben, moi, je suis plutôt là-dedans. Hein. Donc, la passion, c'est bien gentil, ça ne dure qu'un temps. Et si vous êtes amoureux de la passion ou de l'état amoureux, vous êtes cuit. Vous n'allez pas affronter... Ben oui, parce que le bon partenaire, c'est celui avec qui vous allez pouvoir affronter la tragédie de la vie et pas juste le ukulélé de la passion amoureuse. Passionata, c'est bien gentil. D'abord, ça fait souffrir, ça met en manque. Et deux, c'est pas dit que la personne va vous suivre quand vous aurez des grosses difficultés ou qu'elle sera soutenante ou je sais pas quoi. Passionnel, ça veut pas dire partenaire. Ça veut dire, ok, je suis dans le feu de la passion, c'est trop bien, c'est quelqu'un que vous idéalisez, c'est complètement pathologique. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de stable. C'est peut-être plus fade à vos yeux une histoire sans passion, mais peut-être que profondément, ça correspond plus à vos besoins. Si vous cherchez plus quelqu'un, voilà, posez-vous la question. Si vous voulez traverser la vie avec quelqu'un, bah, la passion, ça ne va pas vous servir à grand-chose. C'est un peu neuneux, quoi. C'est un peu naïf. Je dirais neuneux, même neuneux. Je trouve un peu pathologique comme ça. Hein ? Oui, c'est des moments. Alors oui, les moments. Par contre, ah oui, il a raison. Ne pas vous priver de moments fusionnels, ça serait dommage. C'est vrai, c'est sympathique. Donc, les vivre, certes, mais pas en faire une idole. La passion, c'est pas idolâtrer. Mais une vie... Voilà, c'est une couleur de l'énergie, c'est une forme que prend l'énergie. Mais il y a d'autres formes. Mais une vie de couple sans passion. Eh ben oui, pose-toi la question. Qu'est-ce que c'est ? C'est un partenaire de vie. L'intensité, mais pose-toi la question. Est-ce que tu es heureux avec ton machin passionnel ? Est-ce que ça te rend heureux ? Alors, moi, je dis pas que passion. Si on reprend le triangle de... comment il s'appelle ? Robert... Oui, celui qui a sorti Engagement, Passion, Intimité. Exactement. Bah, lui, il parle bien de ces 4 piliers. Non, 3. Engagement, 3 passion, piliers, intimité. excusez-moi. S'il y a un des piliers qui manque, la passion... je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Oui, mais c'est des visions différentes, c'est son point de vue. Moi, mon point de vue, c'est que l'histoire de la passion... Alors, je ne te dis pas qu'il faut 0 état amoureux, mais... 0 désir, 0 passion. Non, mais 0 désir, tu ne peux pas être sans désir. De toute façon, il n'y a personne... Si tu es sans désir, tu t'arrêtes autant que tu ailles tout seul. Tu seras mieux tout seul. Mais si tu es focusé sur la passion, tu vois, là, en plus, il a mis 3 axes. Il n'a pas dit la passion en axe 1. Ceux qui mettent la passion en focus, ils sont addicts à l'intensité. Et le problème, c'est qu'ils sont shootés à leur addiction à l'intensité. En général, ils sont addicts à l'intensité partout, pas juste là. C'est vraiment une problématique partout. Et du coup, tant que c'est pas souffrant, moi, je m'en fous, il continue, hein, c'est pas le problème. C'est le problème d'en souffrir. Tant que ça ne te fout pas le bordel dans ta vie. Mais si tu veux traverser ta vie avec... Ça dépend ce que tu veux dans la vie. Si tu veux passer de passion en passion, mais il n'y a aucun problème, c'est respectable, c'est louable même. C'est juste si tu te plains et que tu en souffres, et que tu dis j'aimerais une vie à 2, j'aimerais me faire un couple durable, à ce moment-là, examine ton problème de ton shoot à la passion. Mais, être en attente d'une vie équilibrée sur ces 3 axes, engagement, intimité et passion. Moi, ça me paraît très cohérent. Sauf qu'en général, le problème, c'est que... C'était pas con ce qu'il a sorti, c'est Herzberg, je crois. Mais le problème, c'est que ceux qui sont shootés à la passion, ils veulent de la passion tout le temps. Ils veulent pas... c'est-à-dire, tu comprends que c'est antinomique avec l'engagement. Parce que l'engagement, tu n'as pas la passion comme ça au rendez-vous du matin au soir. Donc, il y a un problème quand même, tu vois. On est d'accord. C'est ça, il faut le voir, mais le truc. Sans aucune passion et sans aucun désir dans un couple. Mais là, tu me fais tout ou rien. Moi, je ne te parle pas de tout ou rien. Tu me parles d'une vie équilibrée. Si tu as une vie équilibrée, tu es nuancé. Là, tu n'as pas un point de vue nuancé. Tu as un point de vue où je suis passionnée, où c'est complètement fadasse. Mais non, pas du tout. Il y a passion et passion. Mais en général, les gens qui sont focusés, regarde autour de toi, les gens qui sont focusés sur la passion, ils sont excités sur ce truc et ils ne veulent pas lâcher le morceau. Et après, ils se plaignent. S'ils ne se plaignent pas, on s'en fout. Mais s'ils se plaignent et qu'ils pleurent et qu'ils sont là en mode complètement desséchés, asphyxiés, en burn-out amoureux, en tout ce que tu veux, et qu'après, ils viennent me voir en me disant « Mais j'en peux plus, fais quelque chose pour moi, Véronique, t'as dit tata, il y a quelque chose pour moi. » Et moi, je dis « Mais si tu es addict à la passion et que tu conserves ça et qu'en même temps, tu veux un truc stable, il y a un problème de recrutement là. C'est toi qui as le problème, c'est pas les autres. Oui, mais je cours toujours après ceux qui me veulent pas, je comprends pas. Bah oui, ceux qui ne veulent pas, ça augmente la passion, puisqu'ils ne veulent pas.
C'est normal, parce que ceux qui te veulent, c'est moins passionnant, donc moins passionnel, donc forcément tu les veux pas. Et oui, c'est un machin qui se mord la queue. Donc à un moment donné, mais qu'est-ce que tu veux? De nouveau, on revient sur le premier point qui est clarifie ce que tu veux. Qu'est-ce qui te correspond? Qu'est-ce que tu as envie de vivre à cette époque de ta vie? Peut-être pas à l'époque il y a 20 ans, mais maintenant, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui est en accord avec toi? Qu'est-ce qui serait le plus harmonieux pour toi aujourd'hui? Je ne dis pas qu'il faut arrêter toute passion, ni tout désir, ni tout rien du tout. C'est pas zéro ou c'est pas noir ou blanc la vie. Et vous comprenez que son truc qui est souvent engagement, intimité, passion. L'intimité, c'est vivre en vérité. L'engagement, c'est avoir envie de... Pas l'âme sœur, là, c'est pas ce truc-là, mais ça aussi, ça a été dit. C'est un peu excessif, ce machin d'âme sœur, romantique machin, et l'autre, il est complètement parfait. Mais c'est plutôt une personne avec qui je vais traverser... c'est bien, hein, à qui je peux affronter la tragédie de la vie, parce que la vie est tragique quand même. Hein. Et donc, de pouvoir avoir quelqu'un avec qui on traverse, c'est quand même sympathique. Une personne un peu spéciale et un peu unique. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je compte que sur elle, et qu'elle est parfaite, et que je veux de la passion, et que je veux de l'engagement plus, et que je veux... parce que tu ne trouveras pas quelque chose de parfait de toute façon. Voilà. Mais c'est bien d'avoir, effectivement, de trouver quelqu'un avec qui on a des valeurs alignées. Valeurs alignées, ça veut dire que le sens que je donne à la vie en général est à peu près pareil sur le sens que toi tu donnes à la vie. Moi, je sais, alors, juste pour faire un aparté, moi personnellement, je sais que je ne peux pas m'accorder, même en amitié quand même un peu plus, mais moins, pas trop quand même, avec des personnes qui ne sont pas dans le même mouvement philosophique que moi. C'est comme ça. Voilà, mais quand on se connaît, on est plus au clair avec qu'est-ce qui s'accorderait avec nous ou pas. Parce que sinon, on est décalé. En même temps, quand la vie avance, on apprend à faire le tri naturellement. Enfin, je veux dire, par rapport à ça. Oui, alors si tu parles au micro, parce qu'on ne t'entend pas. Donc elle a dit, sinon je vais le dire à ta place. Quand on avance dans la vie, on apprend à faire le tri sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Oui. Oui, et du coup, au niveau des relations, c'est moins compliqué parce que, effectivement, on sait bien mieux ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas. Et du coup, on tente, en tout cas, c'est un chemin, on va vers ce qu'on veut. Et surtout, on fait le tri parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Oui, c'est vrai. Alors, on tâtonne moins, quoi. Quand on est dans la trentaine, on tâtonne, on cherche, on croit, on rêve. Surtout ceux qui ont fait un travail sur eux, ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, c'est d'examiner un peu ce qu'on attire, ce qu'on reproduit comme schéma, ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas, comment on se comporte. Donc, c'est faire un travail un peu d'introspection. Et puis d'élever ses standards, effectivement, sans tomber dans la superficialité, mais quand même d'élever ses standards. Et c'est important de connaître ses standards. Moi, je dis souvent, mais gardez vos niveaux d'exigence. Tant pis si vous ne rencontrez pas quelqu'un qui s'accorde avec vous, mais ce n'est pas la peine de vous nuire, en fait, de vouloir vous coller à tout prix à quelqu'un qui ne vous correspond pas. Et je pense que de tendre vers l'authenticité, c'est un chemin aussi, ce n'est pas une évidence, mais en tout cas, une direction. Plus on l'est, plus on gagne du temps aussi, et plus ça fait ce tri assez facile, aussi bien dans nos relations amicales que plus intimes, quoi. Parce que si on joue, on fait semblant, ça merde. Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Ça fait des années que je travaille là-dessus, mais en même temps, la complexité de cette affaire, c'est la confiance en soi. On est sur l'estime de soi. C'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi de ces problématiques de rencontre. Pour rencontrer, il faut avoir quand même un peu confiance en soi, parce que sinon, si on part de l'endroit où l'estime de soi est écroulée, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir du mal à être en vérité, on va montrer une image séduisante, on va se vendre, on va même des fois se prostituer pour avoir 3 miettes d'amour. Enfin, ça va loin des fois. Hein. Donc, je pense que c'est important de travailler l'estime de soi. Et comme ça faisait partie de mon thème du soir, là, de se respecter. L'estime de soi, c'est se respecter. Hein. Okay, et donc, plus on se respecte et plus on attire des relations équilibrées. Donc ça, il faut le savoir. Donc la question que je pourrais vous poser, c'est d'évaluer la conclusion que vous vous êtes faite de la dernière expérience amoureuse, là, et de regarder l'impact que ça a eu sur vos besoins affectifs, vos valeurs, vos émotions, pour de nouveau rencontrer, et de voir si vous faites confiance. Il y a beaucoup de personnes qui me témoignent qu'elles ont peur pour la nouvelle, elles ne se font pas confiance pour la prochaine rencontre, en fait. Alors, si vous ne vous faites pas confiance, vous avez l'impression que vous allez repartir comme avant, vous allez être en méfiance. J'y vais pas, j'anticipe que ça ne va pas le faire, que l'autre, il va ceci, cela, ou que moi, je ne vais pas être capable de voir les warnings, ou de mettre mes limites, ou je ne sais pas quoi. Donc, si vous partez dans une prochaine relation en mode j'ai pas confiance en moi, en mes appuis, vous partez avec de l'anticipation du danger. Alors, évidemment, vous allez voir du danger partout. Puisque vous partez déjà avec l'idée que
ça va mal se passer. Alors, soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne fait plus rien, on reste chez soi, on attend que ça passe, tu vois. Soit on y va en mode oula, 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 c'est pas bon là. Voilà, j'y vais plus, au revoir. Donc, tu vois, la peur ne protège pas du danger. C'est pas parce que j'ai peur en anticipation que je vais me protéger du danger. C'est ce que je dis souvent, mais joue le jeu, va dans la relation, et au fur et à mesure, si quelque chose se dévoile à toi, il sera toujours temps d'ajuster, de te protéger. C'est pas vain d'anticiper avant que rien ne se passe, tout le pire qui pourrait t'arriver, parce que la dernière fois, il s'est passé une catastrophe. Attends, on n'y est pas encore là. Donc, je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ça, les problèmes du cœur brisé, là, ils sont là en mode « Oula, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi, mais comment vais-je faire ?» Bon, je dis déjà, il y a des acquis quand même, il y a une morale de l'histoire d'avant et de l'histoire d'avant, et la morale de l'histoire, il y a des conclusions qui se pigent quand même, et puis ça sert à rien d'anticiper des tas de trucs. Tu verras le jour J. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait dire un truc. Surtout, je pense que, enfin, maintenant, c'est reconnu au niveau des scanners ou des IRM, enfin des examens, c'est que le cerveau, comme il se préprogramme dans ce qu'on projette, si tu te dis c'est bon, je me donne tous les moyens pour que ça fonctionne, le cerveau il se préprogramme, mais si tu te dis c'est foiré, c'est raté, il se préprogramme dans l'autre sens, quoi. Ça c'est vrai. Donc ça foire. Ou ça fonctionne si tu te programmes progressivement. Oui, plus tu as peur. C'est vrai. C'est vérifié. Hein, oui, plus tu as peur, plus tu envoies des... tu es en alerte, tu es comme ça, en vigilance. Alors l'autre, ah, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Oh, il est en train de me mentir. Oula, voilà. Oh là là, je suis en train d'être trop gentille, là. Oh, je suis envahie. Oh, j'en peux plus, là, je suis envahie. Je suis encombrée. Hop, dehors. Hop, c'est terminé. Mais c'est tout de suite vu, quoi. C'est des répétitions, en fait. Mais c'est sûr, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que je m'auto-convainc de certaines choses et je les vois. Et c'est le biais cognitif d'approbation. Je me prouve à moi-même que j'ai raison. Et je le dis à allô, la copine, t'as vu, hein Je te l'avais dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Les hommes sont tous les femmes sont toutes des manipulatrices, on le sait. Voilà, hop, bon. Donc, estime de soi, je vous ai mis des questions. Je vais vous les dire comme ça à toute vitesse. Mais vous pourrez... Alors, mon PowerPoint, là, que je déroule, vous pourrez le retrouver après sur le lien de la conférence. Après, je laisse un QR code. Maintenant, je fais ça. Hein. Je laisse un QR code. Vous pouvez, avec votre téléphone, et vous tombez sur mon PowerPoint. D'accord ? Voilà. Donc, alors, les questions que vous pouvez vous poser quand vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Est-ce que je me sens digne d'amour, même quand je ne suis pas parfaite ? Est-ce que je me parle avec bienveillance quand je fais une erreur ? Est-ce que je me définis par ce que je suis ou par ce que je fais pour les autres ? Ai-je besoin que quelqu'un m'aime pour me sentir assez bien ? Ça, c'est les questions de base. Alors, sur les attentes dans la relation, pour l'estime de soi, est-ce que j'attends que l'autre comble un vide en moi ? Est-ce que je suis capable de vivre du bonheur sans dépendre d'un partenaire ? Est-ce que je cherche à être choisie ou est-ce que je choisis aussi ? Ça, on l'a vu. Hein. Ai-je peur de dire ce que je ressens par peur de déplaire ou d'être abandonnée ? Donc, est-ce que je dis la vérité ou pas parce que j'ai peur d'être abandonnée ou de déplaire ? Ça, c'est l'estime de soi aussi, beaucoup. Hein. Frontières et respect de soi. Est-ce que je sais dire non sans culpabiliser ? Est-ce que je reste parfois dans des situations qui me blessent par peur d'être seule ? Est-ce que je me perds dans l'autre quand je tombe amoureux ? Et est-ce que j'ai tendance à trop donner pour mériter l'amour ? Donc, tout ça, c'est des problèmes de manque d'estime de soi. C'est intéressant de le voir et de le considérer. Mais le plus intéressant, c'est de répondre aux questions, mais de vous voir faire en situation. C'est pas grave hein, s'il y a des petits bémols. Hein, mais... Et peur à identifier. Ai-je peur qu'on découvre que je ne suis pas assez bien ? Ça, c'est les gens qui ont le truc du perfectionnisme, là, et qui veulent être parfaits. Et ils ont toujours l'impression que l'autre, il va découvrir qu'il n'est pas assez correct, pas assez intéressant, pas assez important, pas assez ceci, pas assez... Qu'est-ce qui m'a fait douter de ma valeur dans mes relations passées ? Ai-je peur de l'intimité réelle, de me montrer vulnérable ? Ça, c'est l'intimité, hein, c'est vivre en vérité, donc montrer ses fragilités. Ai-je déjà sabordé une relation de peur d'être blessée ou rejetée ? Donc, vous avez toutes les questions là sur... il y en a une autre. Croissance personnelle. Qu'est-ce que j'aime chez moi indépendamment du regard des autres ? Ça, c'est pour remonter la valeur. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans une relation ? Et est-ce que je crois le mériter ? Et comment puis-je m'aimer un peu plus chaque jour, indépendamment de l'amour d'un autre ? Bon, ça vous donne des pistes hein, pour
remonter la confiance en soi. Parce qu'on manque tous plus ou moins de confiance en soi. On est quand même pas en général au top. C'est quand même 90% de la population qu'on appelle les normalo-névrotiques qui sont dans des problèmes de confiance en soi ou d'estime de soi et qui viennent nous consulter quand même les psys. Donc c'est quand même d'un commun, de chez commun. Ce n'est pas grave. C'est juste avoir qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour m'aider, me faciliter la vie, pour moins partir dans l'amour, pour me réparer, pour que l'autre valide ma valeur, alors que moi, je ne me la valide pas moi-même. Donc, c'est le problème. Donc, c'est sûr que quand je rencontre l'amour à partir d'un endroit où je ne me valide pas, où j'attends que l'autre, de nouveau, le sauveur, va me valider, va me faire savoir que moi, je suis quelqu'un de bien et que là, je suis une belle personne, et ben, tôt ou tard, ça va faillir, ça. Ben, c'est hyper dangereux parce que pour un oui, pour un non, si l'autre il commence à me critiquer, à me dévaloriser ou à regarder la voisine, je vais faire la gueule. Je vais être là en mode... Et souvent, ce que je vois, c'est quand l'autre devient convaincant, par exemple, dans une posture un peu de pouvoir en disant « Oui, mais tu sais, tu devrais te comporter comme ci, comme ça », on va donner raison à l'autre. Si on n'a pas confiance en soi, on va dire « Ah oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai. » Voilà, des trucs comme ça. Donc, c'est bien de le voir. Ça, c'est pour l'estime de soi. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un truc à travailler. Parce que pour cette histoire de proactivité, d'oser la proactivité, parce qu'il y a deux profils de personnalité. Tu as les proactifs, les gens qui sont un peu yang, homme ou femme, tu vois, un peu comme moi, je suis proactive, donc je donnais des cours pendant des années sur la be proactive. C'est vrai que j'ai donné pendant des années en entreprise, mais c'est vraiment ça, c'est comment j'y vais, tu vois, j'ose. Allez, hop, j'y vais, oui, on verra, qui vivra verra, hop, 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 je prends mon courage à deux mains, je retrousse mes manches. Hop, je vais aborder quelqu'un. Si ça ne va pas, au suivant, bon, pas grave. Donc, les proactifs, les gens qui sont proactifs, comme c'est la polarité yang, c'est le masculin qui est à l'honneur, ce sont des gens qui ont un raisonnement engagé. Ce qu'on appelle un raisonnement engagé, c'est je suis motivé, je suis volontaire, je suis dans ma puissance, et je me convainc que... Tu vois, c'est pas je me convainc que ça va pas marcher, c'est je me convainc qu'il n'y a pas de raison que ça... Voilà, pourquoi pas. C'est pas grave, et puis c'est plutôt rigolo, et puis au moins je suis en mouvement, tu vois, je suis pas sur ma chaise à attendre que l'autre il arrive comme ça, au moins c'est moi qui décide. Là, il y a quand même le sentiment d'être au contrôle quand je suis proactif. Parce que quand je suis au bal des premières et que je me fais choisir, bon, ok, je me fais choisir, c'est sympathique, mais il n'y a pas le mouvement, tu vois, il n'y a pas... le sentiment d'être acteur. Il y a un âge où on se fait moins choisir. Oui, ben, je m'en fous, mais moi, alors là, si tu veux, moi j'ai vieilli, j'en ai rien à foutre en fait, c'est pas le problème. C'est parce que j'ai pas peur du rejet. Oui, donc je me dis, c'est pas grave, c'est toujours pas dramatique. C'est le mouvement qui est différent en fait. Hein? Alors attendez, parlez avec le micro, sinon ça va, je vais pas être contente. C'est le mouvement. C'est le mouvement qui est différent entre celui qui va aller vers l'autre, enfin voilà, qui se pose pas de questions, puis celui qui va être plus. Ah bah oui, introverti. Introverti en fait, oui, c'est ça. C'est pas. T'en as un qui est passif. L'énergie, oui, qui est mais différente. C'est pas la même énergie. Le mouvement des. Alors je les ai appelés les contemplatifs, moi. D'accord. Oui. T'as dit les introvertis, moi j'ai dit contemplatifs. Ça fait plus joli quand même sur le CV. T'as les proactifs, youpi, puis t'as les. T'as les déprimés, là, non, c'est pas bon. Donc les contemplatifs, c'est plus joli, c'est plus chic, parce que contempler, hein, c'est effectivement plus introverti, c'est quelqu'un qui est plus observateur, qui laisse faire les choses, qui est moins actif, moins actif, moins dans le mouvement aussi, tu vois, c'est plus... Ça s'observe dans la cour de récréation chez les enfants. Dans la cour de récré, tu as ceux qui sont un peu dans leur bulle, qui lisent les poèmes, et puis tu as ceux qui foncent. Qui marquent des buts. Voilà, et donc c'est des profils différents. Les deux sont bien. C'est juste que, bon, voilà, il faut à un moment donné... l'avantage d'être proactif, je vous l'ai dit, hein, tu es engagé, tu es convaincu, tu y vas, c'est pas un drame. Bon, tu as plus de quantitatif, on va dire. Alors que l'avantage des contemplatifs, ils sont plus dans laisser couler, laisser faire les choses, tant pis, je peux faire seul, tu vois, je peux faire sans. Ils sont plutôt opportunistes aussi, hein. Ils sont moins... Il n'y a pas de troisième catégorie? Il faut faire je trouve l'entre-deux. Oui, parce que l'avantage du yin et du yang, tu as le yin et le yang là-dedans. Le yin qui est plus passif, plus contemplatif, qui est plus liquide, et le yang qui est plus la direction, je vais vers là-bas. Hein.
Et ben, l'idée, c'est de trouver la juste mesure. Et peut-être tu peux un jour, quand tu te sens à la pêche, tu fais « j'y vais ». Et un jour, quand tu te sens en mode allez, je vais laisser couler, je reçois, qui même me suivent, si je fais tapisserie, c'est pas grave, en mode opportuniste. Voilà, tu vois, c'est différent. Mais ça peut être aussi cool de ne pas toujours vouloir quelque chose, parce que quand tu es proactif et que tu veux toujours sortir avec ton 0,6, des fois, si tu reçois pas tu sors avec ton 0 rien du tout, tu fais la gueule. Tandis que si tu veux rien, tu sors et tu es content parce que tu cherchais rien. Donc si tu cherches rien, tu n'es pas déçu, tu vois. Ça peut être intéressant aussi d'être aussi contemplatif, tu vois. Voilà. Donc vous travaillez sur les deux énergies qui sont des énergies contraires, yin et yang. Les deux sont intéressantes, à vous de voir comment vous pouvez les utiliser, en doser, mais c'est intéressant de fréquenter les deux. Pour moi, c'est intéressant. Il n'y a pas une contre l'autre. Les deux peuvent être intéressantes en fonction des situations, en fonction de là où vous en êtes, et surtout de compléter ce qui est plus prégnant chez vous. Si vous êtes plutôt à dominante yang, allez visiter le yin. Si vous êtes plutôt yin, faites du yang. Voilà. Amusez-vous à faire les polarités inversées, vous allez vous amuser. Parce que si on fait toujours pareil, là, vous êtes comme un robot. C'est pas intéressant, c'est bien de vous compléter. Et d'ailleurs, il y a un Américain, là, un des coachs love les plus connus aux États-Unis, qui s'appelle Matthew Hussey, qui dit ça, qui dit soyez proactif en amour. C'est comme au boulot, mets ton énergie sur ce que tu apportes et pas sur ce que tu veux recevoir. Tu vois, ça c'est très américain. Vas-y, allez, vas-y, ne sois pas un mendiant. Arrête de chercher quelque chose, soyez rayonnant dans l'énergie, déployez ce que vous dégagez votre truc, soyez aligné. Enfin, ça, c'est tous les trucs américains qu'on entend quand même vachement, hein, qui poussent à ça. Ils ne disent pas, soyez là, attendre que ça passe. Ils ne sont pas tellement là-dedans. C'est plus français. Hein. Les Français, ils sont plus contemplatifs quand même. Il y a une énergie du rêveur quand même chez le Français, de la poésie. Ils sont moins, allez, on y va, on y croit, et puis on s'applaudit, et puis machin comme ça. Donc, vous allez voir quand même dans les mentalités que les conseils sont différents entre les coachs français, les coachs love français et les coachs love américains. C'est intéressant aussi de voir. C'est au niveau de la culture, on ne voit pas les mêmes choses apparaître. C'est un bon outil. C'est un bon outil, et les conseils des auteurs américains, c'est vrai que c'est faire et après donner l'exemple, et puis l'autre peut-être être modélisant, et l'autre il va rentrer dans une espèce de... Oui, c'est beaucoup plus proactif. Hein. On est dans c'est toute la psychologie positive. Soyez dans le mouvement, soyez dans l'action, allez-y, soyez l'auteur de votre vie, soyez volontariste. Si tu veux, tu peux. Avec la technique, tu vas y arriver sur tes sites de rencontres. Les hommes viennent de Mars. Enfin, c'était un peu ça le livre. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Enfin, il y avait des conseils un peu pratiques. Oui. Mais qui marche en fait. Oui, ça peut être intéressant. C'est encourageant pour les deux. Mais tout est intéressant, c'est juste de prendre ce qui vous convient là-dedans, de ne pas en faire un truc de foi, amen, hein, parce que ça ne sert à rien. Ce qui correspond à l'un ne correspond pas à l'autre. Et il n'y a pas de recette magique en fait, il n'y a rien de magique. C'est juste de voir les endroits où vous pourriez expérimenter des nouvelles choses. Parce que si vous faites des expériences novatrices, par exemple, tu n'as pas l'habitude d'aller vers, tu ne t'es jamais entraîné, et d'un coup tu joues à t'entraîner, tu fais comme si c'était possible, toute la roule, les mécaniques, Aldo Machen, machin, tout ça, et ça va te faire marrer en fait. Donc ça peut être sympa de s'entraîner à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Ou l'inverse. Ou d'un coup, si tu es proactif, d'un coup tu joues au bal des premières, c'est rigolo. Voilà, faites des choses novatrices et vous voyez ce que ça donne. Testez dans la vie. Hein. Si tu fais toujours des choses récurrentes et systématiques, tu restes dans ton système. Voilà. Alors, dans les contradictions des actualités amoureuses, sociétales, on est devenu beaucoup plus indépendantiste, vous avez remarqué, hein, on cherche beaucoup plus à être individualiste, indépendantiste, l'autonomie, on entend l'authenticité et l'autonomie. L'autonomie, alors, moi j'en parle quand même souvent parce que la majorité de mon public, c'est des dépendants affectifs, plus que des évitants quand même. Non, allez-y, pas de problème. Mais dans cette société où on cherche à être très autonome, hein, à faire... indépendant, à être indépendant sur tous les plans. On voit arriver la recherche aussi de l'égalité, de faire moins de compromis dans la relation amoureuse, mais en même temps, on veut l'autre sans perdre complètement notre autonomie. Donc ça devient compliqué. Ce n'était pas ce qui était vendu avant. Hein.
Vous avez remarqué qu'avant, on ne cherchait pas l'autonomie tout en cherchant l'engagement, la sécurité, et ce pour toujours, et le mariage et la fidélité, et la sécurité affective et financière. Donc on est dans des trucs un peu contradictoires. Et c'est ce qu'on voit. Moi, je vois beaucoup de problématiques comme ça. Je veux à la fois pas perdre mon espace et mon autonomie et vivre chez moi. Je veux garder le bon de la relation, mais en même temps, je veux que tu t'engages et je veux te voir souvent. Ah, mais quand je te vois souvent, j'ai plus mon espace privé. Mais alors, comment je fais? Alors, tu vois, les trucs, c'est hyper compliqué, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, mais je sais pas, je veux les deux. Oui, oui, mais ça fait des fois le grand écart. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ça devient extrêmement compliqué parce qu'on a des injonctions sociétales qui font le grand écart dans les valeurs entre faites pas de compromis, soyez indépendants, soyez à égalité avec l'autre, et puis faire avec l'autre quand même. Il faut être très souple. Voilà, donc avec ça, tu te débrouilles. C'est ça. Ça devient compliqué. Il faut être conscient, à mon avis, de ces injonctions contradictoires. Parce que du coup, on peut se dire, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Mais il n'y a pas que toi qui n'y arrives pas. Parce que toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Parce que si on est tous à défendre notre autonomie, notre territoire, on ne veut pas se faire envahir, on ne veut pas que l'autre, tout partage avec l'autre, machin, tout ça. Et en même temps, on veut l'autre, mais on veut l'autre quand on le veut. Et quand ça nous arrange, à un moment donné, il y a des trucs, ça devient injouable, l'histoire, tu vois. Donc, ouais. Juste une parenthèse. Alors, prends le micro. Juste une parenthèse qui n'a rien à voir. Oui, c'est bien si tu l'as. n'as plus de batterie. Donc, si ah, tu merde. filmes, tu vas être... Ah, si ça marche. Oui, sur la batterie. D'accord. C'est bon, merci. Okay. Vas-y. Il y a quelqu'un qui veut dire un truc. De toute façon, moi, j'ai 1h30. Puis... Oui, moi, tu voulais dire un truc? Oui, les injonctions paradoxales, ça peut rendre fou, en fait. Quoi. Ah oui, oui, parce qu'elles sont sociétales, elles ne sont pas tellement considérées, parce qu'elles sont invisibles. Elles passent à travers nous. Tu as authenticité, tu as soyez autonome, soyez égal au niveau des genres, égalité des genres, et puis en même temps, attachez-vous, faites des couples. Voilà, attachez-vous, engagez-vous, construisez avec l'autre. Alors tu veux dire, ah, là, ça patauge. Voilà. Donc il y a une énorme pression sur le couple, hein, qui est la pression qui est la stratégie préférée pour être vecteur de bonheur, couple et famille. On a toujours la pression. Et je pense que, moi ce que je dirais, si j'ai une conclusion à dire, c'est que l'amour durable nécessite des ajustements sans cesse, en fait, des ajustements au fil du temps et réguliers sur le besoin de proximité, de sécurité, de mystère aussi, de faire le point sur les attentes, comme on l'a vu, voilà, peut-être de descendre un peu ses attentes, etc. Ajustement, ça veut dire concession? Ajustement, ça veut dire concession? Non, pas concession, j'ai pas dit concession. Ah oui, ajustement, je pose la question ajustement, c'est pour moi... S'adapter, quoi. Non, c'est pas s'adapter. Ajuster, c'est faire des points, c'est clarifier régulièrement par la communication. Merci de me faire préciser, parce que c'est ça que je voulais dire. Où j'en suis moi, où t'en es toi. Sur, par exemple, si tu prends le thème de la sexualité, la tendresse, sur ton rapport à l'argent, plein de trucs, plein de thèmes. Voilà, où j'en suis, où t'en es. Parce que le problème des concessions, moi, c'est un truc qui m'a... À haute dose, ça me convient pas, parce qu'on n'est plus soi si on fait trop de concessions. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je posais la question, parce qu'ajustement, je non, l'entends. L'ajustement, c'est pas s'ajuster, c'est pas s'adapter, c'est plutôt faire des points de clarification sur moi et toi, nos différences et nos rassemblances. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas. Donc c'est la communication, en fait. Hein, c'est plus ça. Et en général, quand tu fais trop de compromis, à l'époque, quand tu en faisais trop, d'abord tu as des frustrations, mais si tu en faisais trop, c'est parce que tu étais un peu dépendante affective. C'est parce que tu ne voulais pas perdre ce lien-là, que tu étais attachée à cette personne et que ça part souvent du vide affectif. Voilà, hein. Sinon, tu t'accroches moins et tu fais moins de compromis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Évidemment, la vie est nuancée, mais il y a faire des compromis et des compromis où on se compromet. Tu vois ? Voilà, donc tout est une question de nuance dans la vie. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter sur comment rencontrer l'amour ? Vas-y. Tout à l'heure, tu disais la tristesse des gens qui sont isolés, mais je crois qu'aussi on confond isolement et être seul, parce que moi j'ai vécu seule longtemps et j'étais très heureuse. Et qu'il y a une pression sur si je ne suis pas en couple, je suis exclue, je ne vis pas. Et je crois qu'on se met beaucoup la pression avec le couple. C'est vrai. Et isolement et être seul, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, on est dans des sociétés où on n'est plus seul.
plus du tout. On peut faire des amitiés, Voilà. on peut faire on peut se trouver des communautés d'amis, Voilà. on n'est pas obligé de faire seul. Et on peut être complètement isolé en étant en couple. Ça, c'est vrai. Merci de le rajouter. Voilà. Et donc, la pression du couple, je pense que c'est un tout à peu fait raison, vieux. C'est un peu vieux. Moi, j'ai envie de parler de réussite sociale. Enfin, les jeunes vont peut-être nous apprendre des choses, parce que je vois les jeunes derrière, pour eux, le couple, c'est pas forcément une réussite sociale. Moi, je suis dans la génération où c'était la réussite sociale, en tout cas. Oui, là, c'est de moins, faire un couple. effectivement, c'est plus vecteur de bonheur que réussite sociale. Ouais, Réussite voilà. sociale, c'est moi, je fais couple, super, j'ai une bonne chic sur le CV. C'est plus c'est la promesse de bonheur, c'est le mythe romantique qui est quand même à l'apogée encore. Et c'est plus ça qui est véhiculé à travers l'histoire de faire couple. Indépendamment, il y a aussi l'histoire de se reproduire quand même. Hein. Faire des couples et familles, Oui. ça reste quand même orienté survie de l'espèce. C'est encore vrai aujourd'hui, sauf ceux qui ont l'éco-anxiété, mais c'est encore vrai aujourd'hui quand même. Tu vois. Et oui, c'est moins une réussite sociale, mais c'est plus... effectivement, c'est plus véhiculé comme le couple, ça vous mettra en bonne santé, faites l'amour régulièrement, vous serez en bonne santé, faites couple, au moins vous ne serez pas tout seul. Et donc elle a raison de dire, il y a la pression du couple, mais ça veut pas être célibataire, ça ne veut pas dire être seul et s'isoler. Là, c'est tragique. On a une vision du célibat comme étant le pauvre, il est seul, il est tout seul, il va finir tout seul, mais c'est un cauchemar en fait. C'est tragique le truc. On n'entend jamais des gens qui disent « Oui, je vais finir seul et j'aurai la batte. » Ah, c'est trop bien. Tu t'entends finir seul. Oh, c'est le désespoir. Tu ne sais pas finir seul. Ah, mais j'ai mes potes autour de moi et tout. Non, on n'entend pas ça, quoi. Ça me fait penser à une réflexion d'une personne qui parlait d'une amie et qui me demande si elle a refait sa vie. Alors déjà, le mot « refaire sa vie », c'est compliqué pour moi. Si elle a reçu quoi ? Refait sa vie. Parce réussir sa vie. Refaire sa vie. Alors, j'ai du mal, je ne le comprends pas, ce terme. Et derrière, il me dit ah, mais c'est pas trop dur pour elle parce que ça fait 2 échecs, là, 2 divorces. Je comprends pas. Échec, pour beaucoup, comme elle vient de le dire, hein, il y a une pression de faire couple. Je fais couple, je réussis, je fais quelque chose, refaire sa vie. Hein. Ça veut dire si je ne fais pas couple, je ne fais pas ma vie. Entendez ça, quoi, sous les lignes. Donc, est-ce qu'on fait sa vie ou pas sa vie en étant en couple ou pas en couple ? C'est une question que vous pouvez poser. En quoi c'est vrai, pas vrai Après, on peut être en couple, on peut être heureux, on peut être en couple, on peut être malheureux, tout est possible, en fait. Voilà. Eh bien, merci d'avoir été si participatif.